Comment préparer réellement un semi-marathon ou un marathon? Est-ce qu'il faut prévoir en avance son allure pour le jour J? Est-ce qu'il faut la déterminer après? Est-ce qu'il faut faire du renforcement musculaire? Est-ce qu'il ne faut pas en faire? Quels sont les différents blocs d'entraînement à mettre en place pour pouvoir y arriver? Bienvenue dans Second Souffle, le podcast qui apprend aux parents fatigués, professionnels débordés, chefs d'entreprise stressés à courir plus intelligemment, progresser sans se blesser, retrouver leur santé et confiance en eux. Je m'appelle Waris, ancien obèse de 120 kg, j'ai perdu 50 kg puis j'ai connu la vie de cadre et ses journées à rallonge. J'ai compris une chose, la santé passe toujours en premier. C'est pour ça que j'ai créé un accompagnement unique qui rassemble santé, entraînement et progression pour que tu puisses courir et atteindre tes objectifs malgré ton agenda. Ma mission, t'aider à retrouver ton énergie, la confiance et ton second souffle. Chaque semaine, on va démonter un à un les mythes de la course à pied et je vais t'aider à naviguer dans l'océan d'informations contradictoires que tu peux entendre et voir quotidiennement. C'est exactement ce dont on va parler dans ce 5e épisode du podcast Second Souffle. Déjà, je tenais à vous remercier énormément pour tous les retours que vous avez faits sur les 4 premiers épisodes. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir de pouvoir prendre du temps beaucoup plus posément avec vous et de vous accompagner sur vos petites sorties de course à pied. Comme ça, au moins, je sais que vous m'avez dans les oreilles et que du coup, vous êtes un petit peu obligé de faire attention à votre fréquence cardiaque et à pas faire n'importe quoi. Parce que sinon, vous savez que je vais un petit peu vous rouspéter. Aujourd'hui, dans cet épisode, la promesse, c'est qu'on va essayer de voir vraiment comment il faut structurer une préparation pour un semi ou pour un marathon. Pour ceux qui ne le savent pas, on est là, à l'heure où je tourne l'épisode, on est le 4 novembre, on est sur la première semaine du projet Finish Line. C'est un projet qu'on a lancé avec l'équipe pour tout le mois de novembre où en fait on va vraiment se concentrer sur la préparation d'une course pour début 2026. Donc on va vraiment pendant tout ce mois poser les fondations pour que vous puissiez réussir votre course et enfin atteindre vos rêves. Parce que je le vois énormément en messages privés, on reçoit entre 800 et 900 messages par semaine sur le compte Instagram. Vous êtes énormément à vouloir faire un semi-marathon ou un marathon, mais à ne pas vous sentir légitime ou à avoir peur, à juste titre ou pas, et on va le voir dans cet épisode, de commencer à préparer cette course. Parce qu'effectivement, on a l'impression avec tous les réseaux sociaux que préparer un semi-marathon ou un marathon, c'est hyper facile. Or, ce n'est pas le cas. Loin de moi l'idée de vous décourager, d'être négatif, mais l'idée, c'est plutôt de vous donner la juste réalité des choses et de vous donner les clés et les outils pour que vous puissiez réussir. Si après, avec les informations que je vous donne, vous faites n'importe quoi, c'est pas trop de ma faute. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer au maximum de donner les astuces, les conseils, les séances, oui, vraiment, essayer de donner tout ce que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé la course à pied. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé la course à pied en tant qu'ancien obèse, il y avait bien entendu des informations sur Internet, mais il y avait des informations sur des profils qui ne sont absolument pas du tout les nôtres. Quand je dis les nôtres, c'est que en fait, on a énormément d'informations sur Internet sur ceux qui veulent performer, ceux qui veulent faire des chronos, mais pas sur les gens normaux. Gens normaux, sous-entendu, des gens qui travaillent, qui ont des enfants, qui ont des responsabilités, qui ne peuvent pas dédier leur vie et qui n'ont pas envie de dédier leur vie juste à un chrono. Et quand on regarde un petit peu plus loin, on n'a pas d'informations sur ce genre de profil-là. Or, du coup, ce que ça amène les gens qui ont le même profil que moi à l'époque à se dire ok, il y a une seule et même manière de s'entraîner, c'est celle-ci. Alors que pas du tout. Et sur les réseaux sociaux, la majorité des conseils qui sont donnés, c'est pour des profils qui sont vraiment tournés vers la performance et vers le chrono et vraiment vers en fait, la course à pied, c'est ma vie. Je prends l'exemple de plusieurs podcasts ou même de plusieurs comptes sur Instagram ou même sur YouTube où en fait, quand on va regarder les vidéos, très concrètement, c'est ultra technique, c'est ultra poussé, c'est ultra optimisé. C'est très intéressant, hein, je critique absolument pas du tout puisqu'il en faut pour absolument tout le monde. Mais je trouve que sur le segment des coureurs qui veulent prendre soin de leur santé, de leur physique, de leur mental, qui veulent se challenger un petit peu mais qui veulent pas non plus sacrifier leur vie pour juste faire un chrono, y a pas grand monde.
Et on pourrait se dire du coup, se poser la question légitime de se dire, est-ce que du coup, moi dans mon contexte, je dois préparer ma course, mon semi-marathon et mon marathon de la même manière que quelqu'un d'autre? Et vous allez voir avec cet épisode que absolument pas du tout. Donc on va voir plusieurs choses ensemble. En gros, on va structurer le podcast avec des blocs. Avec des blocs où on va avoir le premier qui va poser les fondamentaux d'une bonne préparation. On va parler de la durée de préparation idéale, des 4 piliers d'une préparation réussie, avec les éléments que vous devez faire attention, les erreurs à ne pas faire selon votre contexte à vous, puisque je le rappelle, mais vous n'avez pas le même contexte que des gens qui n'ont que ça à faire de leur vie. Donc il y a du stress et de la fatigue à gérer que les autres n'ont pas. Bloc numéro 2, on va parler de la périodisation. C'est un mot qui fait un peu peur, mais qui n'est pas très compliqué quand on commence à le comprendre et à le décortiquer. Donc on va le décortiquer ensemble. On va parler de l'agencement des séances d'intervalle pour que vous puissiez réussir votre course. On va parler aussi des erreurs qui sont malheureusement présentes dans les plans d'entraînement génériques et les applications par intelligence artificielle. Parce qu'on va voir qu'il y a un petit peu des erreurs à surtout ne pas effectuer en fonction des profils. Et justement, encore une fois, on va voir que ces applications sont construites pour une typologie de personnes très précise et que ça ne marche pas sur absolument tout le monde. Je ne suis pas en train de cracher sur les applications, je ne dis pas que ça ne marche pas. Je dis que ça marche beaucoup moins bien sur une typologie de profils qui sont comme les nôtres. Et on va voir ça après. On va aussi parler dans un troisième temps d'un exemple concret de semaine type. Quelle séance il faut faire, comment il faut les agencer, est-ce que c'est vraiment grave de décaler une séance, est-ce qu'on doit rattraper une séance si on l'a perdue? On va parler de tout ça, on va donner des réponses à des questions que vous vous posez. Bloc numéro 4, on va vraiment parler des erreurs à éviter et je vais le fusionner avec le bloc numéro 5 pour vous parler d'un retour d'expérience. Donc je vais vous raconter mon retour d'expérience sur une prépa semi-marathon et sur une prépa marathon. Une prépa semi-marathon où j'ai eu aucun stress dans ma vie et une prépa marathon où j'ai eu énormément de choses à gérer dans ma vie. Et vous allez voir que la manière dont on s'entraîne n'est absolument pas du tout la même chose. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment avec vous. Je le vois avec absolument tout le monde dans les messages privés Instagram. Je le vois aussi avec les coureurs que l'on accompagne. À force, j'arrive à identifier des moments et des cycles dans l'année où ça devient beaucoup plus difficile pour la majorité des gens. Et il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, on le sait. La rentrée de septembre, c'est une horreur pour tout le monde. Juste avant l'été, c'est pareil, c'est une horreur pour tout le monde parce qu'il faut rendre absolument tous les dossiers au travail avant de partir en vacances. L'été, il fait super chaud. Enfin bref, il y a plein de trucs à prendre en compte. Et donc l'idée, c'est que vous puissiez ressortir de cet épisode de podcast avec des idées sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, l'agencement du plan d'entraînement pour que vous puissiez avoir un esprit critique et pouvoir vous dire ok, là c'est absolument pas du tout ce que je devrais faire, je dois mettre en place tel et tel entraînement, tel et tel système de récupération, etc. Petite anecdote, petite aparté, pardon. Là, vu qu'on est dans le projet Finish Line pour tout le mois de novembre, je me dois de vous dire que on a mis en place un groupe WhatsApp exclusif où tout ce que je vous parle là avec les séances d'intervalle, les récupérations, le renforcement musculaire et tout, on va en parler beaucoup plus en détail en donnant des conseils pratiques que vous pouvez en mettre en place dès demain sur le groupe WhatsApp qui va être exclusif et privé. Donc si vous voulez avoir accès à ce groupe WhatsApp avec des lives, des vidéos exclusives, des bibliothèques de séances d'entraînement que vous pouvez faire et que vous voulez aussi participer à l'opportunité de vous faire accompagner par notre équipe sur votre course parce qu'il y a effectivement une personne dans ce groupe qui va gagner un accompagnement personnalisé one-one avec absolument toute l'équipe pour la préparation de sa course. Donc imaginez un petit peu si pendant toute votre course, vous vous faites accompagner par l'équipe de A à Z avec le coaching qui va avec, le plan d'entraînement, l'analyse de foulée, le choix des chaussures, la diététique, les ravitaux, la stratégie de course, absolument tout ça, vous n'avez même pas à réfléchir à votre prépa et à votre course, vous avez juste à courir. Donc si vous voulez avoir l'opportunité de vous faire accompagner par l'équipe et que vous n'avez pas encore eu l'occasion ou que, en fait je sais pas, mais peut-être que
vous ne voyez pas l'intérêt de vous faire accompagner et vous avez envie de tester, eh ben, le groupe WhatsApp est disponible. Il faut trouver un mot de passe avec toutes les indications qui sont sur mon compte Instagram. Donc pour savoir exactement comment rentrer sur le groupe WhatsApp, go sur Instagram, comme ça vous allez pouvoir avoir toutes les informations nécessaires. Petit aparté fini, on se lance avec un petit peu l'introduction et la chose la plus importante. Pour moi, la chose la plus importante, c'est déjà de parler de l'erreur qu'absolument tout le monde fait sur la durée de préparation idéale pour un semi-marathon et un marathon. Quand on va sur Internet, quand on cherche un petit peu des informations à droite, à gauche, on nous dit tout le temps oui, une prépa semi, ça dure 12 semaines. Une prépa marathon, ça dure 12 semaines, 14 semaines, 16 semaines. C'est complètement faux. Pourquoi? Parce qu'on vous parle de la durée de préparation de la phase spécifique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs phases, et c'est notamment ce dont on va parler dans le bloc numéro 2 qui suit juste après. Dans la périodisation, il y a plusieurs phases. Or, le délai idéal pour une personne comme nous, pour préparer une course, c'est pas 3 mois. Quand j'ai commencé la course à pied, en tant qu'ancien obèse, en fait, si j'avais préparé un marathon en 3 mois, je me serais blessé parce que j'avais absolument pas du tout le volume à vie pour pouvoir absorber autant d'intensité et autant de volume pour pouvoir réussir ma course. Je vous réfère à l'épisode numéro 1 du podcast qui parle exactement du volume d'entraînement que vous devez faire et des erreurs à ne pas faire sur le volume d'entraînement. Donc si vous voulez aller le regarder, vous pouvez aller le regarder après, c'est l'épisode numéro 1. Mais la durée idéale d'une préparation pour un semi, elle dépend vraiment de votre niveau et elle dépend aussi de votre objectif. Et donc, il faut faire la différence entre une préparation générale d'une préparation spécifique. Et donc, la préparation spécifique, quand vous voyez des plans d'entraînement sur les réseaux sociaux, on parle de la partie où on va entraîner les qualités requises pour la course. Sauf qu'il n'y a pas que ça à prendre en compte. Il y a aussi l'augmentation du volume progressif pour gagner en endurance, en résistance musculaire, faire de la prévention de blessures pour pouvoir renforcer nos tendons, nos articulations. Et ça, c'est pas pris en compte. C'est-à-dire que si vous partez avec l'idée de vous dire je vais faire toute ma préparation en 3 mois, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez arriver le jour J avec de la fatigue, avec du stress, que ce soit mental ou physique d'ailleurs, et vous risquez un petit peu de vous sentir fatigué. C'est peut-être déjà ce que vous avez fait comme erreur, et c'est absolument pas grave. L'idée n'est pas de vous faire culpabiliser et de vous dire que vous êtes nul, c'est absolument pas le cas, parce que de toute manière, c'est pas votre métier. C'est pas votre métier, donc vous pouviez pas savoir. Mais effectivement, peut-être que sur la première préparation de votre semi-marathon, vous avez fait cette erreur-là, d'essayer de prendre une préparation trop courte. Et ce qui s'est passé, c'est que vous avez augmenté le volume trop rapidement, parce que vous avez peut-être paniqué de ne pas être prêt pour le jour J, ce qui est totalement légitime, et du coup, vous avez grillé un peu les étapes. Donc, il faut vraiment faire attention. Pour le marathon, c'est encore pire. Pour le marathon, pour moi, bien entendu, il va y avoir des exceptions, mais pour moi, la durée idéal d'une préparation, c'est 1 an. C'est vraiment 1 an quand on est débutant. Quand on est débutant, qu'on court 2 à... Et attention, pour moi, on est débutant en course à pied tant qu'on n'est pas capable de courir 3 fois par semaine sa séance d'endurance fondamentale, sa séance d'intervalle et sa sortie longue. C'est-à-dire que même si vous courez 3 fois par semaine et que vous faites 3 fois de l'endurance fondamentale, vous êtes débutant. Jusqu'à très très loin. Jusqu'à très loin. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir d'ego en course à pied. Parce qu'à partir du moment où tu prends trop la confiance et tu as l'impression que vas-y, ça fait 3 mois que je cours, je suis plus un débutant. Non, on est débutant pendant très longtemps en course à pied. D'où le fait que le volume à vie est l'indicateur clé de la progression et de la performance. C'est le volume à vie, c'est pas le volume hebdomadaire. C'est le nombre de kilomètres que tu as couru de toute ta vie qui importe. Voilà. Moi, par exemple, l'erreur que j'ai faite à ce niveau de durée de préparation, c'est que j'avais pris 6 mois pour la préparation de mon tout premier marathon et ça a été, mais c'était vraiment très juste,
Et ce qui s'est passé du coup, c'est que psychologiquement, au fur et à mesure qu'on avançait dans la préparation, j'avais de plus en plus de doutes. J'avais de plus en plus de doutes en mes capacités à tenir l'allure que j'avais prévue, parce qu'en fait, je me disais, bah mince, il reste plus que 2 mois, il reste plus que 3 mois, je sais pas du tout si je suis capable de vraiment tenir. Et quand on accompagne les coureurs chez Second Souffle et qu'on prend une année de préparation pour un marathon, en fait, toute cette partie anxiété, toute cette partie stress s'enlève. Donc plus vous prenez du temps et plus en fait vous allez avoir des occasions de vous rediriger et de vous remettre dans les rails si vous déviez un petit peu et que vous voyez qu'il y a des erreurs. Parce que quand on a 3 mois de prépa, 4 mois de prépa dans une course, si on fait une erreur et que pendant une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines, on voit qu'on ne réagit pas exactement comme on le voulait à l'entraînement, que les entraînements sont de plus en plus difficiles, et c'est très, justement, c'est très difficile de se remettre dans les rails et d'avoir assez de temps pour corriger le tir. Alors que plus vous prenez du temps, et mieux ça va se passer. Et en plus de ça, plus vous prenez de temps, et moins vous devez faire de volume kilométrique hebdomadaire, et donc moins l'entraînement est difficile. L'une des choses qui arrive le plus souvent quand on prépare quelqu'un en accompagnement, c'est, je vois 2 profils différents. Il y a le profil de la personne qui va vouloir prendre du temps et qui ne veut pas se mettre la pression, et il y a le profil de la personne qui s'est mis un challenge, s'est déterminé à faire une course et s'est inscrit et a pris son dossard un peu à la va-vite, avec peut-être des fois des paris un peu stupides avec les collègues et les amis, et va réagir au stress, va vraiment prendre des décisions hâtives et être un peu impulsif. Je vous laisse deviner très facilement qui continue de s'entraîner après sa course et qui abandonne complètement l'entraînement en course à pied parce qu'il a eu un burn-out de l'entraînement. Oui, c'est la personne qui a réagi à l'impulsivité et qui n'a pas été assez patiente qui ne s'entraîne plus. Là, pour ceux qui regardent le podcast en vidéo, il y a l'écran d'ordinateur juste derrière, vous ne le voyez pas, mais d'habitude, il y a Nolio qui est là. Nolio étant l'application dont on se sert pour envoyer les entraînements sur la montre de nos coureurs. Je garde absolument tout le monde. C'est-à-dire que les plus de 1500 coureurs qu'on a accompagnés jusqu'ici avec l'entreprise, je garde tout le monde sur Nolio. Et je le vois. Je pourrais faire une étude, ça serait trop marrant, mais je le vois. C'est-à-dire que toutes les personnes qu'on a accompagnées qui étaient vraiment en mode déterminé, stressé, je me suis pris un dossard, c'est la merde, je dois absolument m'entraîner, il y en a 70% qui ne s'entraînent plus. Depuis le mois d'avril, par exemple, là on est en novembre, depuis le mois d'avril, les marathons de Paris, il y en a plein qui ne s'entraînent plus du tout. Parce qu'en fait, vu qu'ils n'ont pas pris assez de temps pendant la prépa, ils se sont mis la pression tout seuls, ils se sont mis une routine d'entraînement qu'ils ne peuvent pas tenir sur le long terme, et donc en fait, tu peux pas tenir au bout d'un moment. Tu fais un burn-out. C'est comme au travail. Si tu fais 8h, 22h au travail toute l'année, il y a de grandes chances que tu tiennes pas. Voilà, là par exemple, je pense à Laetitia, qu'on accompagne et qui travaille dans des cabinets. Je vais pas le dire parce que j'ai pas envie de donner le nom, mais par exemple, Laetitia, elle a des périodes dans l'année très 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 intense et on le voit direct, l'entraînement il baisse et les sensations baissent, donc c'est tout à fait normal, il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas culpabiliser, mais il faut prendre ça en compte parce que si vous ne le prenez pas en compte pendant vos prépas, il y a un moment où ça va casser, où ça risque de casser. Voilà. Les 4 piliers d'une préparation réussie selon moi et selon la science bien entendu, parce que c'est pas des trucs que je sors complètement de mon chapeau et de l'expérience. Chez Second Souffle, on est très pragmatique. On associe le terrain, et donc l'empirisme, à la science. Comme ça, on peut essayer, du moins, réduire au maximum les probabilités de se rater. Voilà. Premier pilier d'une préparation réussie, un volume progressif. Et donc le volume progressif, vous ne pouvez pas l'avoir si vous n'avez pas assez de temps pour vous préparer. Là, par exemple, il y a une étude de 2008, c'est un peu vieux,
mais l'augmentation progressive de l'intensité, en fait, ce qu'il faut retirer de cette étude, que je mettrai dans la description pour ceux qui veulent aller voir un petit peu, c'est que l'augmentation progressive de l'intensité, ça améliore significativement la VO2 max et les seuils, que ce soit lactiques ou même ventilatoires, qui sont associés mais un tout petit peu différents, de la performance. Il y a 2 groupes qui ont été mis. Il y a un groupe qui a eu une surcharge progressive et un autre groupe de coureurs qui n'a pas eu une surcharge progressive. Les 2 groupes ont amélioré leur performance, leur progression a été positive. Mais le groupe avec un volume d'entraînement progressif, c'est-à-dire une augmentation de 10% du volume kilométrique par semaine, a eu des progressions significativement plus élevées que le groupe qui faisait un peu n'importe quoi, qui n'avait pas une logique d'entraînement progressive. Donc ça prouve un petit peu que en fait, c'est la régularité qui paye et c'est pas le bourrinage de je me suis mis une course. D'habitude, je m'entraîne 15 km par semaine, maintenant je vais m'entraîner 40. Ça ne marche pas. Ça marche que pour très peu de gens. Ensuite, le deuxième pilier, et ça on va le voir après dans les blocs, c'est la variété, je sais plus parler, c'est la variété des séances. C'est la variété des séances. Parce que là, vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a que 2 types de séances en course à pied. Vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a que les endurances fondamentales et les intervalles. Or, ce n'est pas le cas. C'est vraiment très marrant, mais il y a une quinzaine de manières différentes de réaliser une séance d'intervalle. On peut varier le terrain, on peut varier le dénivelé positif, on peut varier aussi le travail de cadence de pas, on peut varier aussi le travail respiratoire pour trouver son rythme, on peut faire plein de choses. Bien entendu, on ne va pas essayer de complexifier, ça ne sert à rien. Mais là où vous vous trompez le plus, malheureusement, et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas que je parle comme ça. J'ai reçu un message la dernière fois sur Instagram d'une personne qui s'est désabonnée du compte parce qu'elle avait l'impression que j'étais trop négatif. Et je me suis un peu remis en question, je me suis dit mince, est-ce que c'est pas le cas et tout. Et c'est vrai que des fois je peux paraître très négatif, mais c'est parce que j'ai envie de vous éviter de faire les erreurs que j'ai faites auparavant et j'ai envie d'essayer de mettre ma pierre à l'édifice et de participer à la réduction des pourcentages de blessures qui sont excessives et qui ne font que augmenter en course à pied. Les études sont quand même assez alarmantes sur le sujet. Il y a un coureur sur 2 qui se blesse chaque année. Ça fait 50%. On est 12 millions de coureurs en France. Ça veut dire qu'il y a 6 millions de personnes qui risquent de se blesser. Bon, alors attention, là c'est un peu des chiffres que je sors de mon chapeau. Ne me prenez pas à la lettre pour ça. Mais c'est pour vous imaginer un peu le truc. Donc, en fait, vous avez l'impression que sur les séances d'intervalle, il faut tout le temps être à fond. Mais posez-vous 2 secondes là. Réfléchissez 2 secondes. Quand vous allez sur votre montre, est-ce qu'il n'y a que 2 couleurs sur votre montre? Est-ce qu'il n'y a que le bleu et le rouge? Non, il y a du bleu, du vert, du jaune, du orange et du rouge. Ça veut dire qu'il y a plusieurs zones d'entraînement et que donc il y a plusieurs typologies de séances. Et une préparation bien réussie, c'est une variété de séances. Et je vais vous les dire juste après, ne vous inquiétez pas. 3e pilier, une récupération planifiée. Vous ne pouvez pas constamment augmenter la difficulté et l'intensité de vos entraînements sans mettre des récupérations planifiées dans votre préparation. C'est ce qu'on appelle les semaines d'assimilation. Et les semaines d'assimilation, c'est ce qui va vous faire réussir ou échouer votre prépa. Et donc, surtout chez vous, chez des coureurs qui... en fait, nous, on est un peu des coureurs lambda, qu'on pourrait définir un petit peu de coureurs récréatifs, de coureurs, je dirais pas du coureur du dimanche quand même, parce que je trouve que c'est un peu péjoratif, vu le nombre d'entraînements qu'on fait par semaine et l'investissement d'énergie et de temps qu'on y met. Mais les coureurs qui ne cherchent pas forcément la performance, en tout cas les coureurs qui cherchent plutôt à prendre soin de leur santé physique et mentale, la récupération planifiée, elle est encore plus importante. Puisque, si vous vous souvenez d'absolument tout ce qu'on a dit dans les épisodes précédents, l'entraînement c'est du stress, votre vie est remplie de stress, et c'est pas négatif, c'est la stricte vérité, et donc du stress sur du stress, ça marche pas.
Donc il faut préparer des récupérations dans votre entraînement et il ne faut pas avoir honte et culpabiliser de réduire l'entraînement une semaine toutes les 3 semaines par exemple. Et on va le voir après. Et ensuite, le quatrième pilier, c'est la spécificité. Vous devez être spécifique. Et là, on va voir que c'est absolument pas du tout le type de spécificité dont vous croyez. C'est pas être spécifique en mode « Oh bah du coup, au lieu de faire des 10 fois 30 secondes, plus je vais me rapprocher de la course et plus je vais faire des intervalles longs. » Oui, c'est ça la spécificité. Mais là, on va parler de la spécificité selon votre profil à vous. Parce que le problème avec les plans d'entraînement génériques et les applications par IA, c'est qu'ils partent du postulat qu'absolument tout le monde est pareil. Or, ce n'est pas le cas. Vous avez des fibres de type 2, vous avez des fibres de type 1, vous avez des profils de coureurs différents, vous avez des personnes qui ont fait des sports explosifs du type basket, volleyball, football, qui sont très rapides en termes de VMA, mais qui pourtant ont une endurance fondamentale complètement décorrélée de la réalité. Et donc vous devez prendre en compte ça, parce que si vous n'êtes pas spécifique selon votre profil et que vous vous entraînez absolument comme tout le monde en pensant que ça va marcher, ben en fait vous prenez le risque que ça ne marche pas. Et c'est un peu dommage. On va passer à la partie numéro 2, mais avant ça, je veux vous faire une petite pause. On est à 25 minutes là. Donc j'aimerais bien que vous fassiez une petite pause et que vous regardiez un peu votre montre. Est-ce que vous avez l'impression que la fréquence cardiaque que vous avez aujourd'hui, elle est normale? Est-ce qu'elle est habituelle? Est-ce qu'elle s'améliore par rapport à avant ou est-ce que c'est un petit peu pire? Et si c'est pire, est-ce que c'est parce que vous avez mal dormi? Est-ce que c'est parce que vous avez mangé trop tôt par rapport à votre séance et du coup vous n'avez pas encore bien digéré? Ça, c'est des petits exercices que vous devez faire pour essayer d'être intentionné dans votre entraînement et pouvoir voir ce qui ne marche pas et améliorer. Là, par exemple, si vous vous sentez un peu moins bien que d'habitude et que c'est parce que vous n'avez pas bien dormi, est-ce que vous devriez faire la séance qui est prévue? Ou est-ce que vous devez réadapter votre plan d'entraînement? Ça, c'est le sujet de l'épisode numéro 3. La réponse, je vous laisserai aller voir l'épisode numéro 3 pour ceux qui veulent savoir exactement comment réadapter votre entraînement en changeant les séances pour pas vous blesser. Mais la réponse, c'est non. Si vous vous sentez pas bien, bah peut-être que là, aujourd'hui, en m'écoutant, vous avez une séance longue de prévue de 1h15, 1h30, et ben réduisez-la, faites une endurance fondamentale de 45 minutes, et c'est pas grave. Et il faut absolument pas culpabiliser. Et si par contre vous vous sentez bien, eh ben tant mieux, continuez. Et soyez conscient de ça. Soyez intentionné dans votre entraînement. Parce qu'il y a beaucoup trop de monde qui me disent ah bah tiens c'est vrai, tu m'as dit que j'avais progressé, mais j'avais pas regardé les choses comme ça et donc j'avais du mal à voir ma progression. Du coup j'étais un peu démotivé. Bah c'est un peu dommage. Donc voilà. Bloc numéro 2, la périodisation. Dans ce bloc-là, on va voir les différents blocs d'entraînement que vous devez mettre en place. Et c'est là où on va parler de préparation générale et de préparation spécifique. Là, j'aimerais bien citer une référence scientifique qui date de 2022. C'est une étude de Casado et confrères qui s'intitule Training Periodization in Elite Distance Runner. Donc oui, là, l'étude se base sur des profils très forts, des profils élites. Et pourquoi je veux vous parler de ça? Parce que mine de rien, ça fait un peu comme la Formule 1 en fait. Pour ceux qui ne le savent pas, la Formule 1, il y a énormément de technicité et il y a énormément d'innovations technologiques qui ont été réutilisées sur les voitures de tous les jours. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que même si la Formule 1, ça va à 350 km/h et c'est excessivement technique, c'est excessivement précis et c'est pas nous. Il y a quand même des choses qu'on peut en retirer pour les adapter et les mettre à notre juste niveau. Comme la Formule 1 qui met des innovations technologiques dans les voitures de tous les jours, qui ne vont pas à 350 km/h. Là, c'est un peu pareil. En fait, la périodisation, ça va regarder la manière dont on va agencer l'entraînement en fonction de notre profil et de notre niveau. Et par exemple, l'étude de Casado montre que les coureurs élites ont une distribution pyramidale avec à peu près entre 76 et 87% de leur volume d'entraînement qui est effectué en endurance fondamentale et
ça pendant les phases préparatoires. Et ensuite, quand ils passent sur des phases spécifiques, ils ont une approche beaucoup plus polarisée. Polarisée voulant dire que la répartition de l'intensité n'est plus la même par rapport à pyramidal. Pyramidal voulant dire simplement, en fait, comme une pyramide, quoi. Il y a la majorité de la pyramide qui est en bas, qui est du coup en intensité faible, et il y a une minorité de séances d'intensité modérée et une minorité de séances à très très forte intensité. C'est une pyramide en fait. Plus tu vas vers le haut et moins il y en a. VS, une approche plus polarisée où là on va avoir une répartition un peu plus homogène en fonction de l'objectif préparé. Pourquoi c'est intéressant d'adapter ça à notre niveau à nous? Parce que ça va vraiment vous mettre la puce à l'oreille sur la préparation générale vs la préparation spécifique. Et donc là, on va partir sur le bloc numéro 1. Vous avez peut-être entendu la terminologie de foncier. Faire du foncier. On fait souvent du foncier l'hiver. On fait de la caisse, j'essaie de trouver tous les mots, mais en gros, on fait vraiment du volume l'hiver. Parce que, en fait, le foncier, ça dure généralement entre 4, 6, 8 semaines. Et en fait, c'est un bloc d'entraînement spécifique pour augmenter le volume d'entraînement et travailler sur l'endurance sans augmenter trop la fatigue. Ça va servir de base préparatoire pour partir ensuite sur une préparation spécifique. Et donc là, on va mettre un accent sur la zone 2 majoritairement. Et donc, ça va vous servir à construire des fondations hyper solides et une endurance hyper solide pour la phase d'après. Et là, par exemple, moi, une erreur que j'ai faite au début et que je ne veux pas que vous fassiez, c'est qu'en tant qu'ancien obèse, au début, forcément, la course à pied, c'était très difficile. Et donc, dès que je commençais à courir, j'étais à 170-175 BPM tout de suite. Et j'ai du coup fait beaucoup trop de séances au seuil. Parce que 175 BPM, chez moi, c'est mon SV1, c'est mon premier seuil. Donc en fait, j'ai fait énormément de volume en zone 3 et en zone 4 et pas assez en zone 2. Et ce qui s'est passé du coup, c'est que sur la première préparation de mon marathon, de mon tout premier marathon, j'avais pas assez d'endurance et donc sur des répétitions plus longues, sur des sorties longues, j'avais pas assez d'endurance et à partir du 25e, du 30e kilomètre, je m'effondrais. Et c'est peut-être le cas aussi chez vous. Peut-être que vous avez du mal à tenir la durée. Et c'est à cause de ça, c'est parce que vous n'avez pas assez de foncier. Et pourquoi vous ne pouvez pas tout faire en même temps? On ne peut pas faire tout en même temps en course à pied parce que malheureusement, c'est une question d'équilibre. Et vous ne pouvez pas tout faire d'un seul coup. Et donc là, c'est très intéressant de faire énormément de travail en zone 2, là, 80%, 70% de votre entraînement. Et l'autre partie, vous n'allez surtout pas faire des séances à VMA à bloc. Pourquoi? Parce que là, on est dans une phase préparatoire. Là, on est dans une phase où on veut vous faire passer un palier et un niveau d'endurance et pas de vitesse. Et c'est pas du tout la même chose. Et donc là, ce que vous allez mettre en pratique, c'est des séances d'intervalle du type de SV1, des 3 fois 10 minutes, des 3 fois 15 minutes, des 2 fois 5 km, mais à des allures très basses, type 72-74% de votre VMA. Ça correspond à votre SV1, ça correspond à votre zone 3. C'est-à-dire qu'effectivement, vous devriez faire la majorité de vos entraînements en zone 2, donc dans la zone bleue de votre montre, et en zone 3. Par exemple, une séance qui serait parfaite, c'est 20 minutes d'échauffement, 3 fois 10 minutes à SV1, donc 3 fois 10 minutes dans votre zone verte, et 10 minutes de retour au calme. Et donc, vous devriez avoir à peu près 30-35 minutes en zone verte dans votre montre et à peu près la même chose en zone bleue. Et si vous arrivez à faire ça et que vous regardez votre montre après cette séance d'intensité et que vous voyez que vous avez pratiquement aucun temps en zone orange
Et en zone rouge, c'est que vous avez réussi votre séance. Là, j'essaye de ne pas trop complexifier. J'essaye de vraiment vous donner des exemples pratico-pratiques. Donc ça, c'est très bien une séance que vous pouvez essayer dès cette semaine. Vous pouvez très bien faire 3 fois 10 minutes en essayant de au maximum rester en zone verte. Et vous verrez qu'au bout d'un certain temps, en fait, le bénéfice de faire ce genre de séance, c'est que ça va vous faire avoir énormément d'endurance. Et donc, quand on va passer au deuxième bloc, où on arrive là tout de suite maintenant, eh ben, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à tenir les répétitions qu'auparavant vous paraissaient difficiles. Phase numéro 2 du coup, développement. Développement général. C'est-à-dire que là, on est encore un peu loin de votre course. On va être, peut-être à 14 semaines, 16 semaines, 20 semaines, ça dépend. Et donc là, on va passer sur un développement un peu plus précis, mais toujours général. Général, voulant dire en course à pied, éloigné des spécificités de ma course. Ok ? Je reviens tout juste un petit peu en arrière, désolé. Pour la phase de préparation foncière, oui, vous pouvez faire du renforcement musculaire, mais je n'en parle pas aujourd'hui puisque c'est le sujet du podcast de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on va parler exactement du renforcement musculaire que vous devez mettre en place. Est-ce que vous devez pousser lourd? Est-ce que vous devez pousser léger? Combien de fois par semaine? Combien de durée de séance? Nanana. On en parle la semaine prochaine, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui. Dans cette phase de développement, on va travailler et on va introduire des séances spécifiques. Et c'est là où je veux absolument que vous écoutiez. Donc là, s'il vous plaît, écoutez. Vous ne devez pas faire des séances spécifiques que vous voyez sur Internet complètement décorrélées de votre profil. Pourquoi ? Imaginons que vous avez un objectif de faire un semi-marathon en 1h45 et que pour l'instant, votre record au semi, il est de 1h52. Vous avez 7 minutes à gagner. Comment vous faites pour aller chercher ces 7 minutes-là ? On va prendre un petit peu un temps de pause et vous allez réfléchir dans votre tête, qu'est-ce que vous devez améliorer pour passer de 1h52 à 1h45 au semi-marathon ? Alors attention, même si vous faites 2h10 et que vous voulez passer à 2h05, hein, c'est le même principe pour absolument tous les temps. J'ai juste pris un temps hypothétique. Je parie que la réponse, c'est que vous ne savez pas. Pourquoi vous ne savez pas ? Parce que, en fait, ça dépend. La réponse, c'est ça dépend. Vous allez voir que pour déterminer si quelqu'un est vraiment sérieux et si quelqu'un est vraiment compétent en tant que coach et en tant que expert en course à pied, il ne vous dira jamais c'est tout noir ou tout blanc. En fait, la réponse est toujours ça dépend. Pourquoi ? Parce que imaginons, on a quelqu'un qui fait 1h52 au semi-marathon. Et là, je vais juste sortir mon petit tableau. Donc pour ceux qui regardent la vidéo, désolé, c'est pas très agréable parce que je vous regarde pas dans les yeux. Mais en gros, je veux juste m'assurer d'une chose. Hop. Par exemple, quand on a quelqu'un qui fait 1h52 au semi-marathon et qui a 14 km/h de VMA, est-ce que c'est logique ou pas logique ? Je pense que vous ne connaissez pas trop la réponse. Et ça, c'est ce qu'on appelle les temps d'équivalence. Donc là, par exemple, si quelqu'un a 14 km/h de VMA et fait 1h52 au semi, c'est très très bien. C'est excellent parce qu'il est pile poil dans ses temps d'équivalence. Ça veut dire que la VMA qu'il a correspond exactement au temps théorique qu'il aurait dû faire sur semi-marathon. Donc, il a un profil très homogène. Et donc, dans ce genre de profil-là, si cette personne-là veut passer à 1h45 au semi-marathon, on va devoir travailler sur sa VMA, sur sa VO2 max plus particulièrement, parce que ça va être son plafond à lui. Et donc, dans cette phase de développement, on va travailler sur des séances qui vont lui être bénéfiques à lui. C'est-à-dire là, en l'occurrence, des séances de VO2 max, 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes d'intervalle, entre 95 et 110% de sa VMA. Et on va mettre un bloc spécifique entre 4 et 8 semaines pour aller chercher plus loin. Et donc là, vous voyez que c'est très spécifique. Alors que si vous faites un peu au bonheur la chance, c'est pas utile.
Pourquoi? Imaginons que maintenant vous avez le même objectif. Vous avez 1h52 de record personnel sur le semi-marathon et vous voulez faire 1h45. Mais cette fois-ci, vous n'avez pas 14 km/h de VMA, vous en avez plutôt 16. À 16 km/h de VMA, normalement, votre temps d'équivalence sur le semi-marathon, il est de 1h34. Donc si vous faites 1h52, c'est qu'il y a un énorme problème. Et donc là, c'est qu'il y a un manque de spécificité. Et donc, il y a un manque d'endurance spécifique. Très concrètement, ce que ça veut dire, pour être hyper simple, c'est que vous manquez pas de vitesse, vous manquez de vitesse à l'intensité du semi-marathon. Et un semi-marathon, ça se court en zone 4, en zone orange, sur votre montre. Donc, vous manquez d'endurance à ce niveau-là. Et donc, dans cette phase de développement, on ne va pas du tout avoir la même stratégie que quelqu'un que l'exemple que je vous ai donné juste avant. Là, par exemple, dans ce type de profil-là, ce qu'on va faire dans la phase de développement, c'est qu'on va travailler énormément au SV2, donc allure 10 km, allure 10 km à peu près, ça dépend des profils, mais on va travailler sur des allures de 10 km pour augmenter l'économie de course, la durabilité, la résistance à SV2, l'utilisation du lactate comme source d'énergie. On va faire devenir cette personne-là plus efficiente au deuxième seuil parce que c'est ce dont elle a besoin. Et donc, ça va totalement différer. Parce que par exemple, pour le premier profil, on va avoir des séances de 30 secondes, de 1 minute 30, de 2 minutes, etc. Et là, sur ce deuxième profil, on va avoir des 6 minutes, des 8 minutes, des 1600 mètres, des 2000 mètres. En intervalle. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc là, il y a une étude qui est très intéressante. C'est encore Casado. C'est en 2023. Et là, on a regardé un petit peu justement la spécificité de l'entraînement avec des séances qui ont été guidées par le lactate, avec un lactatomètre. C'est très technique, hein. Vous n'en avez pas besoin. Simplement, ce que je veux dire, c'est que par exemple, 3-4 séances guidées par le lactate très maîtrisées et une séance de VO2 max par semaine, ça a permis d'avoir une récupération plus rapide et une progression plus rapide. Ce que ça veut dire aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de tout le temps faire des séances que de VMA. Parce qu'il n'y a pas que la zone rouge qui existe. Sinon, en fait, on n'aurait que 2 zones sur nos montres. Et donc là, dans cette phase de développement, vous allez augmenter les temps de maintien selon votre besoin spécifique au fur et à mesure des semaines. Donc par exemple, vous commencez avec un temps de maintien de 20 minutes sur une séance d'intervalle en faisant par exemple 2 fois, allez, qu'est-ce qu'on pourrait faire 3 fois 7 minutes, je sais que ça fait 21 minutes de temps de maintien, mais vous n'allez pas chouiner pour 1 minute. 3 fois 7 minutes à SV2. Donc, allez, on va dire 82-84% de votre VMA. Et la semaine d'après, vous allez faire 3 fois 8 minutes. Donc, vous allez passer à un temps de maintien un petit peu plus élevé. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que ça va vous faire progresser. Est-ce que vous devez augmenter l'allure? Pas forcément. Vous ne devez pas augmenter l'allure des séances d'intervalle au fur et à mesure des semaines. Parce que ce n'est pas l'objectif en fait. L'objectif ici, c'est de vraiment devenir efficace à la zone orange. Donc, arrêtez de vouloir augmenter votre allure au fur et à mesure des semaines. C'est pas comme ça que vous progressez en course à pied. En tout cas, c'est pas comme ça que vous allez avoir le maximum de retour sur investissement par rapport à votre entraînement. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Là, il y a une étude de 2014 de Stogel et Sperlich qui montre que l'entraînement polarisé produit des meilleures améliorations sur l'endurance comparé à un haut volume et à une très haute intensité chez des athlètes bien entraînés. C'est un peu le même principe chez nous, c'est-à-dire que l'entraînement polarisé qui va prendre en compte plus de latitude et donc de variation de séances, de variété des séances et donc des allures travaillées est meilleur. Ça,
c'est véridique pour pratiquement tout le monde. C'est-à-dire que plus vous variez vos séances, plus vous faites des intervalles différents et mieux ça se passera pour vous. Ensuite, on rentre dans la phase numéro 3, la phase spécifique. Et là, ça va durer 6, 8 semaines, 10 semaines, 12 semaines pour les marathons. Et là, l'enjeu, à partir de ce moment-là, c'est de travailler l'allure objective pour le jour J, l'économie de course et la résistance. Donc là, on va beaucoup plus travailler sur l'allure visée. Par exemple, si vous voulez faire 1h34 au semi-marathon, vous allez travailler énormément autour de l'allure 4,28 par kilomètre. Si vous voulez faire simplement un marathon en 3h30, vous allez énormément travailler autour de l'allure 4,57. Pourquoi ? Parce que ici, on va travailler l'économie de course. Et on va en parler la semaine prochaine parce que j'ai énormément de littérature scientifique à vous parler. C'est extrêmement intéressant. Mais vous pourriez, je vous spoil un petit peu, vous pourriez progresser d'environ 5 à 6% et prévenir de 30% des blessures potentielles juste en faisant une séance de renforcement musculaire par semaine. Et donc, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. C'est comme si je vous disais, en fait, tu vas moins travailler, mais tu vas être mieux payé. Donc, c'est quand même assez intéressant. Mais on en parlera la semaine prochaine. Là, par exemple, l'une des erreurs que j'ai effectuées, moi, dans cette période spécifique, c'est que j'ai fait beaucoup trop de volume. J'ai fait beaucoup trop de volume d'entraînement. Je courais 100 à 120 km par semaine pendant la préparation de mon semi de Deauville. C'est passé, très bien. Et par exemple, pour le marathon de Valence, j'ai fait 100 km par semaine et ça passait pas du tout. Et ça, on en parle dans le bloc numéro 5 de ce podcast. Mais c'est un peu... c'est très difficile, quoi. Parce qu'en fait, on va avoir énormément de difficultés à récupérer au fur et à mesure de la préparation. Et donc ça, c'est très difficile. Ne faites pas cette erreur-là. C'est-à-dire, ne faites pas l'erreur de faire un volume kilométrique hebdomadaire que vous ne pouvez pas tenir. C'est-à-dire que si vous êtes là à m'écouter et que vous m'écoutez un dimanche et que vous êtes en mode « Oh, je devais faire 40 km cette semaine, mais j'en ai fait que 30. Bon, allez, vas-y, je vais forcer. » Bah non, ne forcez pas. Ne faites pas cette erreur-là. Avant de passer au prochain bloc, on va faire un deuxième petit check-up ensemble. Comment vous vous sentez ? Ça fait 45 minutes qu'on se parle là. Comment vous vous sentez ? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez besoin de manger ? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez besoin de prendre un petit gel, une petite compote, une petite pâte de fruits, etc. Si la réponse c'est oui, c'est que vous n'avez pas assez mangé ce matin. C'est que vos réserves de glycogène ne sont pas assez élevées parce que vous ne devriez pas avoir faim tout de suite. Si la réponse est non, vous devez quand même prendre votre gel tout de suite là maintenant, surtout si vous faites une séance de 1h15, 1h30. Pourquoi ? Parce qu'on n'attend jamais d'avoir faim avant de manger. Parce que si on ressent la faim pendant sa course, c'est que c'est déjà trop tard. On continue. Là, je fais exprès de sauter la partie sur l'affûtage, parce que ça, c'est la phase numéro 4. La phase numéro 4 d'une préparation bien réussie, c'est l'affûtage. C'est là où vous pouvez complètement ruiner votre préparation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir fait tout ce qu'il faut pendant 6 mois, mais si vous ratez l'affûtage, vous ratez complètement votre course. Et ça, on en parle dans un podcast spécifique. C'est le 4e podcast du projet Finish Line. Donc, on en parlera sur un podcast dédié à 100%. Et d'ailleurs, l'affûtage, c'est la partie la plus importante et la plus difficile dans les accompagnements qu'on fait avec les coureurs parce que c'est très psychologique. Il y a des personnes qui ont l'impression de régresser. Il y a des personnes qui littéralement pètent un câble en affûtage parce qu'elles ont l'impression de perdre toutes leurs conditions physiques alors que c'est absolument pas du tout le cas. Vous devez réduire le volume et l'intensité pour pouvoir arriver frais le jour J. Mais c'est une technique très scientifique et c'est une technique qui est unique à chaque personne. Et d'ailleurs, nous, dans les accompagnements, on passe énormément de temps à prévoir l'affûtage en fonction des ressentis et des profils de chacun des coureurs que l'on accompagne. Parce que si tu essayes de faire quelque chose de générique, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que tu vas te retrouver avec une personne qui va stresser et donc tu vas lui réduire trop le volume d'entraînement et donc cette personne-là, elle va paniquer avant sa course et donc elle va se sentir pas prête
Et si le mental il n'est pas prêt pour le jour J, ben, en fait la course ça risque de mal se passer. Alors que si tu fais quelque chose qui correspond parfaitement à la personne, ça marchera. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui veulent se faire accompagner par Second Souffle, qui veulent progresser en course à pied et qui veulent avoir un plan d'entraînement sur mesure avec quelqu'un qui les suit et qui les soutient au quotidien, tout le temps, tout au long de la préparation et qui ne veulent pas se blesser, vous pouvez toujours prendre un rendez-vous avec un membre de l'équipe pour un diagnostic où on verra exactement ce qui ne marche pas chez vous. Le lien, il est juste dans la description. Et sinon, vous venez me parler sur Instagram avec grand plaisir. Bloc numéro 3. Exemple concret d'une semaine type. Donc là, on va essayer de parler d'une semaine type. Par exemple, vous êtes en train de préparer un marathon. Vous vous entraînez 3 fois par semaine. Vous voulez mettre en place du renforcement musculaire. Vous êtes en plein dans votre préparation spécifique, c'est-à-dire vous êtes à 2 mois de l'objectif. À quoi votre semaine d'entraînement doit-elle ressembler? À ce moment-là de la prépa, vous devez avoir par exemple lundi repos, parce que généralement la sortie longue c'est le dimanche. Lundi repos, mardi une séance d'endurance fondamentale, 45 minutes, 50 minutes, 55 minutes. Mercredi, repos ou renforcement musculaire, une séance de une demi-heure avec un travail spécifique sur vos faiblesses musculaires. Jeudi, on va être sur une séance d'intervalle avec des intervalles plutôt vers le SV2 pour travailler un peu des allures plus rapides que le marathon pour que vous puissiez vous sentir plus à l'aise sur des répétitions et des allures moins rapides. Donc par exemple, vous pourriez très bien faire une séance de 3 fois 2000 mètres à 84-86% de votre VMA avec 1 minute 30 de récupération pour travailler cette résistance dans la zone orange et vous faire aussi devenir plus économe, plus résistant. Vendredi, repos. Samedi, vous pourriez très bien faire repos ou un petit peu de marche, un petit peu de récupération active. Et dimanche, sortie longue. À 2 mois de la course, vous devriez déjà être à peu près sur des sorties de 1h45, 2h, voire 2h15 pour un marathon. Et avec des séances 2 fois 30 minutes à l'allure objectif. C'est-à-dire que pendant 30 minutes, vous courez à l'allure du jour J. Et si vous êtes à 2 mois de la course et que 2 fois 30 minutes, ça passe pas, c'est que l'allure pour le jour J n'est pas la bonne. Vous devez la retravailler, elle est trop dure. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Bloc numéro 4, les erreurs à éviter. Et là, on va parler aussi de mon expérience. L'une des erreurs que je vois tout le monde faire et que j'ai moi-même faite, c'est de partir trop vite en prépa. Et là, je ne parle pas de partir trop vite en termes d'allure. Je dis de partir trop vite en prépa. C'est-à-dire que, imaginez, vous êtes encore à 6 mois de votre course, vous ne pouvez pas partir en prépa spécifique 6 mois à l'avance. C'est-à-dire que si vous préparez un marathon, vous ne pouvez pas 6 mois à l'avance faire des sorties de 2h, 2h30, 2h45 parce que vous allez arriver complètement lessivé le jour J. 6 mois de préparation, c'est énorme. Donc en fait, vous devez suivre les blocs dont on a parlé juste avant et être progressif. Là par exemple, l'erreur que moi j'ai faite sur la préparation de mon tout premier marathon, c'est que 6 mois à l'avance, j'étais déjà à 70 km par semaine et je faisais des sorties d'1h45 et du coup le jour J pour le marathon de Paris, je suis arrivé complètement lessivé de ma prépa parce que j'ai trop forcé sur la corde pendant 6 mois et donc je suis arrivé trop fatigué. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais plus la niaque le jour J. J'étais fatigué, j'avais mon alternance, en plus j'étais en master, donc j'avais mon alternance, j'avais mes cours à faire. J'avais la pression au travail, j'avais la pression aussi à l'école. Donc en fait, j'ai trop forcé sur la corde et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Parce que là, en fait, la plupart du temps, les gens ils vont vous faire croire sur les réseaux sociaux, ah oui, tout est beau, tout est rose, tout va bien. Mais en fait, il y a des périodes où vous ne devez pas forcer. Et c'est vraiment très important de le comprendre. Et donc, ce que vous devez faire, c'est être progressif. L'erreur numéro 2, négliger la récupération. Alors ça, même alors que c'est mon métier, c'est mon gros point faible.
c'est mon gros point faible. Parce que moi, je suis quelqu'un de très stressé. Je suis quelqu'un de très anxieux. Pour la petite anecdote d'ailleurs, en ce moment, je suis extrêmement fatigué. Le développement de l'entreprise me prend énormément d'énergie et les gens ont un peu de mal à se rendre compte que c'est très difficile d'être entrepreneur en France. On a une pression fiscale qui est énorme et en plus de ça, on a un contexte macroéconomique qui est pas facile, qui est vraiment pas facile du tout. En plus de ça, moi je bosse 7 jours sur 7, pratiquement de 8h à 20h tous les jours, pour essayer de fournir aux gens le meilleur des travails possibles. Et c'est très difficile c'est très difficile. Parce qu'on arrive dans une ère où en fait la société actuelle se tourne vers l'individualisme. Les gens sont de plus en plus égoïstes, les gens sont de plus en plus cons, excusez-moi le terme, mais c'est le cas. J'ai des messages Instagram, vous devriez voir la tête des messages Instagram, vous pèterez un câble. J'ai des gens qui m'insultent, j'ai des gens qui m'insultent en message privé parce que oui, tu comprends, t'es un vendu, tu fais que des publicités pour tes coachings, etc. Bah ouais, mais en fait, c'est normal, je dois bien vivre. Enfin, notre métier d'accompagner des gens, c'est pas gratuit. Je suis pas une association 1901. Donc c'est très très difficile. C'est vraiment très 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 difficile. Loin de moi l'idée de me plaindre, hein. Je vous expose juste un fait et surtout en fait je veux vous sensibiliser sur le fait que c'est normal aussi de ne pas se sentir bien et que vous n'êtes pas seul. Donc revenons sur l'erreur. Négliger la récupération. Là par exemple en ce moment avec ce que je viens de vous dire, je mets 3 fois plus de temps que d'habitude à récupérer. C'est-à-dire que si je fais une séance d'intervalle, d'habitude le lendemain je peux recourir. Là il faut que je mette au moins 4-5 jours. Je récupère très très mal. Et ça c'est à cause du stress. Donc il faut vraiment ne pas négliger votre récupération. Et si vous êtes dans des moments difficiles, il faut réduire le volume d'entraînement. Si vous aviez par exemple 40 km par semaine de prévu et que vous êtes dans un moment très stressant, faites peut-être 30 km et vous verrez que vous progresserez plus que si vous essayez de forcer à tout prix pour faire 40 km par semaine. Erreur numéro 3, du coup. Ignorer les signaux du corps. Là pareil, pour ceux qui regardent le podcast en vidéo, je vous le fais voir à la caméra, vous ne le voyez peut-être pas. Mais j'ai les cheveux qui tombent comme des oufs à cause du stress. Et j'ai des plaques partout sur le crâne, je suis hyper fatigué, j'ai des palpitations au cœur pour pas grand-chose. Ça, c'est des signaux que vous devez absolument écouter. Vous devez absolument écouter ces genres de signaux. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que en fait, je prends une pause de course à pied. Je m'entraîne sur le vélo, c'est moins stressant pour mon corps. C'est pas grave, j'accepte de devoir ralentir un peu l'entraînement. Et j'écoute les signaux. Vous devez faire ça aussi. C'est-à-dire que si pendant une prépa, vous êtes trop fatigué, vous devez mettre une semaine d'assimilation, réduire le volume, récupérer pour pouvoir repartir encore plus frais après. Ça, c'est vraiment... Voilà. Erreur numéro 4, pas de spécificité. Ça, je l'ai répété tout au long de ce podcast. La spécificité, ce n'est pas que faire des séances spécifiques pour votre course. C'est être intentionné selon vos faiblesses à vous. Donc voilà. Cinquième erreur, mauvaise gestion de la nutrition et de l'hydratation. Ça c'est un truc incroyable. La nutrition et l'hydratation, quand elle est bien timée, quand vous mangez vos glucides et vos protéines de manière bien timée, vous récupérez beaucoup plus rapidement. Et du coup, c'est beaucoup plus facile, hein. Sur le premier, par exemple, l'erreur que j'ai faite sur le premier marathon, c'est que je suis passé de 76 kg à 68 kg. Donc j'ai perdu 8 kg pendant la prépa parce que je mangeais pas assez et que je voulais être le plus léger possible et du coup j'étais complètement HS. Donc voilà. Petite conclusion sur ce podcast. Vous devez vraiment d'abord prendre du temps pour déterminer ce qui doit être amélioré chez vous. Ensuite, vous devez être intentionné et spécifique selon votre point faible et les déterminants qui vont vous faire réussir votre course.
selon vous. Et ensuite, en fait, vous devez vraiment prendre votre temps. Vous devez être patient. Et donc, par exemple, si vous préparez une course pour un semi-marathon ou un marathon pour début 2026, vous devez déjà commencer à vous préparer. Vous devez déjà commencer à préparer votre course, même si ce n'est pas d'un point de vue spécifique, parce que sinon, le jour J, vous ne serez pas prêt et vous subirez votre course. Donc voilà. Encore une fois, si vous voulez une préparation 100% personnalisée et créée sur mesure selon votre emploi du temps, on sera ravis chez Second Souffle de vous accompagner. Je ne vais pas faire tout un tatouin et tout, vous savez comment ça marche. Si vous voulez vous faire accompagner, vous m'envoyez un message sur Instagram ou vous prenez un rendez-vous sur le lien qui est dans la description. Et voilà. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode sur le renforcement musculaire. Jusqu'à là, ciao!